Je vais laisser la parole sans plus attendre à Franck Bellivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, qui va donc qui nous fait l'honneur d'ouvrir cette journée. Merci Franck. Donc, Madame la Présidente, chère Déborah Seban, Madame la Vice-Présidente, chère Marine Lardinois, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille dans l'enceinte de ce ministère pour la deuxième journée nationale organisée par votre association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues, la JPJA. Le thème central choisi à propos de cette rencontre est mutation. Vous avez co-construit cette journée avec 18 autres institutions, ce qui permet de souligner le caractère largement fédérateur de votre association. Je ne saurais les nommer toutes, mais je les salue chaleureusement. Par ma présence en ouverture de vos travaux, je veux d'abord vous témoigner, au nom du ministre de la Santé et de la Prévention, l'intérêt et la sympathie que nous inspire le collectif que vous représentez, une association de jeunes psychiatres et jeunes addictologues qui revendiquent fièrement et avec raison la richesse et la noblesse de leur discipline et qui s'engagent résolument pour la défendre et la faire progresser pour penser ensemble la psychiatrie de demain. Je veux vous témoigner l'intérêt et la sympathie que nous inspirent vos productions, et tout particulièrement votre enquête nationale auprès des professionnels, #Choisir Psychiatrie. Vous l'avez réalisée en 2021, conjointement avec l'Association nationale des étudiants en médecine de France et l'Association française fédérative des étudiants en psychiatrie. En explorant les déterminants de l'attractivité de la psychiatrie, cette première enquête transgénérationnelle s'avère très utile pour éclairer les décideurs publics en réponse aux défis de l'attractivité des disciplines psychiatriques. Bref, dans un moment particulièrement difficile pour la psychiatrie, j'y reviendrai, où domine le concert parfois désespérant des colères et des plaintes, je veux saluer l'approche résolument positive, tournée vers l'avenir et multipartenariale que vous proposez pour nos disciplines. Vous êtes force de proposition et cette approche constructive s'exprime pleinement à travers les thématiques retenues pour le programme de votre journée: mutation des pratiques, perspectives structurantes pour les politiques publiques, formation, données probantes, lutte contre la stigmatisation. Toutes ces préoccupations sont pleinement en phase avec la politique portée par le ministère de la Santé pour la santé mentale. La détermination à prolonger et à amplifier l'ambition que le gouvernement assigne à la politique de santé mentale est intacte. Elle se décline à travers la feuille de route lancée il y a bientôt 5 ans par Agnès Buzyn et dont la psychiatrie est une composante essentielle qui a connu des enrichissements successifs et qui pourrait en connaître de nouveaux. Je pense notamment au volet addiction, encore insuffisamment développé, aux politiques de prévention, au développement de la pérédance, à la diffusion des mesures d'anticipation en psychiatrie, à l'attractivité, pour ne citer que les principales. Mais un petit rappel sur le contexte. Effet sans doute de la crise sanitaire, on parle enfin largement de santé mentale, mais dans un contexte tout à la fois exceptionnel et paradoxal. D'un côté, sous les effets conjoints d'une parole qui se libère et facilite la recherche de soins psychologiques, et d'une dégradation de la santé mentale des Français depuis la crise Covid, en particulier chez les jeunes, jamais la pression de la demande n'a été aussi forte sur l'offre de soins. En face, jamais les difficultés d'une psychiatrie en crise à répondre à ses besoins n'ont paru aussi importantes. Elles conjuguent une démographie médicale préoccupante avec une pédopsychiatrie sinistrée et un renouvellement des générations en psychiatrie qui marque le pas. Même si le nombre total de psychiatres en France n'a cessé de croître depuis les années 80. Un déficit d'attractivité de la discipline, avec cette année encore 13% de postes non pris après l'internat, un épuisement des équipes, et puis surtout des inégalités territoriales avec des écarts de densité qui varient de 1 à 4, même si des progrès notables de remise à niveau ont été enregistrés ces dernières années. D'un autre côté, un engagement financier et politique inédit
en faveur de la santé mentale et de la psychiatrie. Et je rappelle qu'entre 2018 et 2026, ce seront 3,3 milliards d'euros supplémentaires qui auront été mobilisés par la feuille de route santé mentale et psychiatrie, renforcée par les annonces du président de la République il y a 2 ans. Le contexte est sans doute difficile, mais il n'est pas désespéré et il pousse au contraire à agir, à être inventif, précisément pour accompagner ces mutations qui sont au cœur de votre journée de réflexion d'aujourd'hui. Beaucoup reste à faire. Sans préjuger des enrichissements que pourrait connaître la feuille de route, le signal d'un nouvel élan a été donné et s'inscrit dans un changement profond de paradigme pour la santé mentale. Ces changements de paradigme sont connus, partagés, et nous entendons les accompagner. Au niveau de ces principes, c'est l'affirmation des droits des personnes concernées qui sont des personnes avant d'être des malades. C'est la promotion d'une démarche de rétablissement qui, en sus des traitements indispensables, s'appuie sur la mobilisation des compétences de la personne elle-même et des approches multipartenariales. C'est la consécration d'une approche par les parcours gradués de soins et de vie appuyés sur le secteur qui reste le pivot de notre organisation en psychiatrie. Au niveau des leviers, c'est la définition d'une politique de prévention ambitieuse qui agit sur les déterminants et vise l'appropriation d'une culture de la santé mentale par tous, via une approche interministérielle. C'est une politique de dépistage et d'accompagnement précoce de la souffrance psychique, tout particulièrement chez les enfants et les adolescents, qui prolonge cette prévention. C'est la mise en place de 3 grandes réformes structurantes, celle du financement, celle des autorisations, et c'est le déploiement des projets territoriaux de santé mentale, qui n'en est qu'à son début et qui dote les ARS et les acteurs territoriaux d'outils de pilotage rénovés pour adapter l'offre aux soins et encourager de nouveaux modes de coopération. C'est la poursuite du développement de l'ambulatoire et de l'allée vers, en veillant toutefois à ce qu'elle ne déshabille pas complètement l'intra-hospitalier, qui reste indispensable et doit offrir toutes les garanties d'accessibilité et de qualité pour le temps nécessaire de la prise en charge. C'est aussi la généralisation de l'accès aux psychologues pris en charge par l'assurance maladie via le déploiement du dispositif Mon Soutien Psy, mais qui n'est que la première étape de cette démarche visant à solvabiliser les prises en charge par les psychologues. C'est également une meilleure articulation avec les premières lignes et l'offre spécialisée, le développement de la pérédance, de l'usage numérique en santé mentale et de la diffusion des mesures d'anticipation en psychiatrie. Cet élan s'inscrit lui-même dans un mouvement plus profond et de grande ampleur à l'échelle mondiale, promouvoir les droits en santé mentale tout à la fois comme objectif et comme levier d'une politique de santé mentale, approche qui est consacrée par l'Organisation mondiale de la santé, première priorité d'une politique de santé globale. Le dernier sommet mondial sur la santé mentale qui s'est tenu à Buenos Aires il y a 2 semaines a été l'occasion de réaffirmer l'engagement de la France sur la scène internationale sur cette thématique. Au total, les jalons atteints ouvrent la voie d'une refondation de politiques de santé mentale et de psychiatrie ambitieuse, fondée sur les besoins des personnes concernées, patients, familles, soignants, non exclusivement sanitaires et mieux adaptée aux besoins et aux attentes de notre temps. Nous avons des atouts pour réussir ces mutations nécessaires. Il s'agit d'abord de la prise de conscience collective de l'enjeu de la santé mentale. Ensuite, les attentes et la mobilisation des personnes concernées elles-mêmes, organisées dans des réseaux de pairs aidance que nous soutenons, de même que les attentes et la mobilisation de leurs familles. Et je tiens à saluer ici la dernière édition 2023 du baromètre produit par l'UNAFAM. Il objective une nouvelle fois et alerte opportunément sur les réalités toujours très difficiles rencontrées par les familles. En contrepoint de ces attentes, c'est bien entendu des professionnels eux-mêmes. C'est d'abord en accompagnant ces mutations que nous redonnerons aux professionnels le sens de l'action engagée, des missions attendues et de leurs modalités de mise en œuvre. C'est ainsi que nous redonnerons à la psychiatrie toute l'attractivité qu'elle mérite. Nous avons ici représenté dans cette salle une jeune génération de psychiatres convaincus qui n'attend que cela. C'est un atout formidable. Il s'agit enfin de l'engagement des pouvoirs publics eux-mêmes. Les collectivités territoriales se mobilisent, et notamment les villes, qui ont entre leurs mains de puissants leviers pour agir sur les déterminants de la santé mentale.
et bien sûr l'État dans ses différentes composantes. La mobilisation autour de la santé mentale diffuse largement, au-delà des frontières du seul ministère de la Santé et de la Prévention, l'éducation nationale, les fonctions publiques, l'agriculture, pour n'en citer que quelques-uns, qui sont mobilisés à nos côtés. Preuve ultime de cette détermination, le président de la République lui-même a décidé récemment de consacrer un Conseil national de la refondation à la question de la santé mentale. Ces modalités seront prochainement précisées. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je renouvelle mon plein soutien et serai très attentif à vos réflexions et je vous souhaite une très belle et très riche journée. Ça a été pour venir ici? Franchement, c'est la première fois que je prends le métro depuis longtemps et c'était tout simplement un enfer. J'ai dû finir au Vélib. Ah oui, Ouais. sur la ligne 8, c'était pas Ah terrible. ouais, c'était l'enfer. Franchement, ouais. Bah, je continuerai au Vélib. Ouais. Et toi? Écoute, je vais voir, on se pose là, non? Ouais. Juste pour te dire, nickel ta tunique au final. C'est vrai? Ouais. Bah, tu sais quoi, Enfin, moi, j'adore les combis et c'est ma grand-mère, à chaque fois, c'est elle qui me donne mes combis, dis-toi. Et franchement, je les adore. Je trouve que c'est un super bon style. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vraiment. Mais tu sais, c'est marrant. En vrai, c'est pas du tout pour te retourner le compliment, mais j'adore ta chemise. Elle est pas hyper originale, mais en tout cas, elle te va super bien. Ouais, bah. Écoute, c'est un vêtement qui m'a été offert il y a 18 ans. J'avais 20 ans, mais j'y tiens. Voilà, je suis attachée à mes vêtements. C'est un peu. Ah ouais, un peu t'es affective. vraiment. Ah ouais. Ah ouais, t'es attaché aux vêtements, tu les gardes longtemps. Putain, Ouais, j'aime bien, ouais. c'est fort. On bouge un peu, là? Ouais. Tu sais, c'est marrant, je me dis, cette discussion-là sur les vêtements, elle n'aurait pas du tout pu avoir lieu il y a 4 ans. Il y a 4 ans, moi, j'aurais été en pyjama bleu pendant 4 mois. Toi, tu aurais été sûrement en blouse blanche, j'imagine, parce que vous adorez la blouse blanche. Oui, bah clairement, si on s'était, oui, et si on avait échangé dans un contexte hospitalier, toi en pyjama bleu, moi en blouse blanche, oui, clairement, ça se serait pas passé comme ça. Ça aurait été très différent. Bah, en fait, on n'aurait pas du tout pu avoir les mêmes échanges. J'aurais pas pu te complimenter sur ton beau chemisier. Je pense que, pareil, tu n'aurais pas pu me commenter sur mon beau pyjama bleu, parce que finalement, bon. Mais comment ça se fait en fait? Enfin, pourquoi vous êtes si attaché à cette blouse blanche? Enfin, qu'est-ce qui vous avez pas... Enfin, c'est pas comme si vous alliez vous salir, c'est pas comme si vous étiez chirurgien, qu'il y allait avoir des gicleurs de sang, ou même vous n'êtes pas chimiste non plus. Pourquoi cette blouse blanche? Oui, bah oui, effectivement, mais justement, on en avait déjà parlé un petit peu ensemble la dernière fois. J'ai lu quelques petites choses, mais ça remonte, c'est très très vieux. Et puis d'ailleurs, le débat sur le port de la blouse, il est très ancien, à la fois très ancien et à la fois d'actualité. Et ça remonte au Moyen-Âge, cette histoire. C'est l'histoire des robes de bure, des bonnes sœurs, qui à l'époque portaient des vêtements épais, longs, noirs, qui incarnaient la respectabilité, l'autorité. Et puis après, ça a évolué. Donc c'est un héritage dont peut-être aujourd'hui, qu'on manie peut-être un peu moins bien. Ça a évolué vers le blanc, avec les découvertes de Pasteur, parce qu'il fallait des tissus qu'on ne pouvait pas passer, des teintures qui devaient résister à haute température. Ça part pour le blanc, et puis ça a quand même suivi la mode. Ça a suivi la mode, on est passé des pantalons à des jupes, et puis quelque chose d'un peu plus court. Et puis ça a même connu les couleurs. Parce que oui, dans les maternités, en gynéco, ils sont en rose, au bloc, ils sont plutôt en bleu, en vert, les chirurgiens. Alors je ne te parle pas du même pyjama bleu, ça, que porté par le chirurgien, porté par le patient en psychiatrie, c'est un peu différent. Et donc c'est un peu tout ça. Et puis après, le blanc, un peu incarné, plutôt une forme de confiance, de respect. Donc je crois que sur la blouse, le port de la blouse, ce qui est vraiment gênant, c'est pas tant le fait de la porter ou pas, mais c'est peut-être la posture que tu convoques derrière. Et je suis d'accord qu'en termes de rapport de confiance, et puis on a aujourd'hui l'impression que ça met une forme de distance sur le eux, le nous. Donc je te rejoins, je pense que c'est pas tant le fait de la porter, mais c'est comment on la porte aujourd'hui. Mais c'est dingue parce que tu parles de relation de confiance et c'est fou parce que quand on est pyjama bleu et qu'on voit des blouses blanches passer, mais dis-toi que c'est un parcours du combattant, c'est-à-dire que on voit les blouses blanches passer, on doit montrer qu'on n'est pas trop agité, sinon on sait qu'on va aller en chambre d'isolement, on doit cacher nos symptômes parce que sinon on sait qu'on va se faire tripler les neuroleptiques. En fait, ce combat blouse blanche pyjama bleu, c'est tout sauf une relation de confiance et c'est dommage parce que c'est quand même c'est censé l'être quoi. Bah oui, je te rejoins, mais c'est pour ça que le débat aujourd'hui, il est complexe. Il y a ceux qui pensent qu'on doit arrêter de la porter,
Et puis, au contraire, il y a ceux qui pensent qu'on devrait essayer de la porter correctement, de retrouver un peu cette fonction soignante, respectueuse, bienveillante. Mais c'est un peu complexe parce que ça dit aussi quelque chose. Si les soignants la portent de cette manière-là, dans une forme de rapport de pouvoir, je suis assez d'accord avec toi, j'ai l'impression que ça parfois ça majore ces rapports de pouvoir, ça dit aussi quelque chose de la représentation que le soignant se fait peut-être de ne pas la porter. Et donc c'est peut-être ça aussi la vraie question, c'est aussi quelles sont les représentations des soignants eux-mêmes dans ce qu'ils véhiculent par le port de la blouse et en y tenant justement cette blouse. Ouais, mais au-delà de créer une frontière, on sent vraiment que limite il y a une fonction, comme si la blouse c'était une sorte de bouclier protecteur, comme si c'était un truc blanc immaculé, et comme s'il n'y allait pas avoir comme ça de contagion de la maladie, quoi. Et tu sais, c'est marrant parce que moi à la base j'étais psychologue, donc j'avais la blouse blanche finalement, et je me baladais dans les couloirs et j'ai aidé les patients, mais je savais quand même que j'étais du bon côté de la force, quoi. Enfin, je sentais que le soir, j'allais rentrer chez moi. Et c'est dingue parce que y a un jour où je suis passée du côté des pyjamas bleus, et là, mais j'ai vraiment senti qu'est-ce que c'était d'être en pyjama toute la journée. Enfin, c'est quand même, je pense qu'on peut pas faire plus humiliant que d'être en pyjama toute la journée. Et j'avais vraiment cette sensation de voir les blouses blanches un peu nous snober, tu vois, genre pas trop nous regarder, ou bien on essayait d'attirer le regard. Et enfin, c'est de passer de l'autre côté, je t'assure, tu devrais tester, ça change. Non, mais je comprends. Et puis la question de... tu me posais la question la dernière fois, du coup j'ai essayé de réfléchir. Tu me demandais si, dans quelle mesure le pyjama était vraiment un outil de soin. Bon, j'ai pas c'est la colle. J'ai pas la réponse. Même quand on regarde un peu l'histoire, ce que ça montre, le port du pyjama, c'est surtout on est capable de dire aujourd'hui que même après la Seconde Guerre, on est quand même capable de dire à quel point notre vêtement, et je t'en parlais tout à l'heure, c'est quand même un outil d'émancipation, un outil de réhumanisation pour soi. Donc c'est absolument important. Et oui, je suis d'accord, ça stigmatise, ça uniformise, c'est dégradant, c'est humiliant. J'en parlais avec Marine la dernière fois, on parlait des directives anticipées en psychiatrie. Dans toutes les directives anticipées en psychiatrie, il est systématiquement noté ce que les gens ne veulent pas pour eux, ce qu'ils veulent pour eux, et le pyjama apparaît toujours dans ce que les gens ne veulent pas pour eux. Et clairement, si un jour je devais être hospitalisée et qu'on devait me mettre en pyjama, je pense que je le vivrais extrêmement mal, je me sentirais clairement très vulnérable, très dégradée, très humiliée, et je me dis, je me connais, j'imagine que je dirais probablement moins d'un dixième de ce que je pense, de ce que je vis, avant éventuellement d'entamer une relation de confiance. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Mais en fait, c'est dommage, c'est que on dirait comme une rivalité entre les blouses blanches et les pyjamas bleus. Il y a une sorte de méfiance mutuelle, et c'est trop dommage parce qu'en soi, on est censé faire équipe, en fait. On est censé tous les deux lutter contre la maladie. En fait, le réel ennemi, c'est ni l'un ni l'autre, c'est vraiment la maladie, et c'est dommage que on fasse pas équipe. Mais en fait, quand j'y pense, le mieux, ce serait... je sais pas comment dire... Ce serait vraiment une mutation. Ouais, une mutation. Un truc vraiment, pas une petite évolution, vraiment une mutation. C'est-à-dire un truc, ouais, voilà, c'est ça. Rajouter des cafés, des sourires aussi, qu'il n'y ait pas la blouse blanche vs le pyjama bleu, mais qu'on ne sache pas trop, ou en tout cas, on sait, parce qu'il y a des moments où on sait, mais qu'il n'y ait pas ce truc de hiérarchie et de personne ne surplombe, parce que c'est un vrai partenariat, une mutation, tu vois. Mutation. Ouais. Mutation, ça me paraît un peu... mutation quoi? Mutation génétique? Mutation des soignants? Mutation de l'organisation de soins? Des relations de soins? Ça me paraît... Après, éventuellement, qui dit mutation, effectivement, dit changement. Donc pourquoi pas? Mais c'est ça que ça donne envie de parler de la transformation des pratiques. C'est envie de parler éventuellement de la formation. C'est envie de parler du stigma. On peut aussi se poser la question de notre rapport aux données probantes, de la façon dont on peut mieux les identifier, peut-être mieux les valoriser également. Et effectivement, si on cumule le tout, ça peut être effectivement un assez gros changement. Ouais, peut-être tu as raison pour appeler ça mutation. Mais après, le problème aussi, tu vois, je me demandais, il y a aussi tous ceux qui disent qu'au final, la psychiatrie, c'est pas que ça. La psychiatrie, c'est pas que ça. L'accès au droit, oui. L'horizontalisation des rapports, oui. La reconnaissance des savoirs expérientiels, oui. L'horizontalisation des savoirs, d'accord, mais c'est pas que ça. Il y a aussi plein d'autres choses. Est-ce que c'est vraiment ça qui soigne?
Et je sais pas, c'est une vraie question, tu répondrais quoi? Parce que c'est... En fait, c'est clair que c'est pas que ça, c'est clair. Mais c'est un peu la base sans quoi tout le reste n'est pas possible. Et en fait, sans relation de confiance, sans reconnaissance de la parole de chacun, sans un réel partenariat entre les soignants et les patients, bah, en fait, on va juste basculer vers de la méfiance mutuelle et même vers de la violence mutuelle. Donc, évidemment que les médicaments et la pharmacologie, ça fait partie du rétablissement. Et dans l'association dans laquelle on est, donc la Maison Perchée, qui est une communauté de jeunes qui s'accompagnent, c'est une communauté d'entraide non médicalisée qui accompagne les jeunes avec troubles psychiques, bah, la plus grande majorité des personnes, on a un traitement. Mais en fait, la différence entre quelqu'un qui va faire une rupture de traitement sans prévenir son docteur, qui va le faire de son côté et qui bah, sans doute va décompenser, et quelqu'un qui va douter de son traitement, va dire qu'il a des effets secondaires, mais qui a envie d'en parler avec son médecin pour essayer de trouver le meilleur traitement possible, bah, en fait, la différence entre ces deux cas de figure, c'est la relation de confiance. Donc, on peut trouver le meilleur traitement possible pour une personne, mais en fait, s'il n'y a pas de partenariat, ben en fait, il n'y a pas de rétablissement possible. J'entends. Vaste sujet, grosse question. Tu peux qu'on... Et en fait, ouais. Moi, ce que je te propose, et ce que je vous propose à tous et à toutes, c'est de venir à la Maison Perchée, en fait. Ce serait trop cool que, en fait, on vienne tous prendre un café, mais vraiment prendre un café, c'est-à-dire que les matins et les samedis, tout le monde peut venir prendre un café et les médecins peuvent rencontrer des personnes qui vivent avec un trouble, mais pas dans des situations de crise où on est en pyjama bleu et on est au plus mal, mais juste, déjà on voit même pas qui a un trouble et qui n'en a pas, c'est vraiment « Ah bah tiens, c'est comme ça. Ah bah ouais, c'est exactement comme ça. » Bah on est chacun avec bah, moi ma combi, toi ton beau chemisier, et bah juste on chill, on échange, et c'est trop chouette parce que nous, je pense que ça nous ferait du bien de rencontrer des psychiatres sans leur blouse et de pouvoir vraiment échanger, poser des questions et savoir qu'est-ce qui se passe de votre côté. Et vous, je pense que ça vous ferait du bien aussi de pouvoir changer le regard vers les personnes qui sont de base en pyjama bleu, mais qui sont aussi des vrais citoyens en fait derrière. Mais écoute, avec plaisir. Et d'ailleurs, je voulais te poser la question, tu sais pas s'il y a des étudiants en médecine, des internes? Parce que tu sais que je connais encore des étudiants en médecine et des internes qui ne savent pas ce que c'est que la péridance. C'est fou. Non mais en vrai, tout le monde est bienvenu. Les internes, vraiment, vous êtes bienvenus. Les jeunes psychiatres, les jeunes addictologues, on vous attend.